Bien, bah écoutez, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, puisque là, on a exposé un certain nombre de concepts et de pratiques de chacun d'entre vous. Et donc là, maintenant, on en vient à discuter des cas cliniques. Et donc, on va vous proposer avec Marcel, avec qui j'ai beaucoup de plaisir de partager cette session, puisqu'en fait, elle a aussi mis quelques cas cliniques qui vont nous faire réfléchir un peu sur vos pratiques. Alors, on va commencer par celui-là. I will try to give this session in English just at the beginning. So it's a 90-year-old woman with a totally arthroplasty for primary osteoarthritis, and she had this uncemented dual mobility first, uncemented curb and a posterior approach. And what do you think about this X-ray? Is there some observations to report? So we can constate, you can observe that we have over-rimmed acetabulum with a little bit high position, the center of rotation, and we have a leg length discrepancy of around 1 centimeter. So she fell, and now here is the X-ray. What would you do in this case? So perhaps first, Paul Bollet, you can... Bon, écoutez, un cas, disons, qui est assez commun, malheureusement, avec l'os porotique et avec un alésage qui est trop agressif. Donc, mais évidemment, je ferai quand même des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection présente. C'est toujours une possibilité, de façon aiguë, qui pourrait compliquer les choses. Autrement, au niveau de la reprise, je ferai des vues de Judet. Je ne vois pas l'utilité vraiment de faire un CT, puisque, bon, à notre institution, en étant un centre de référence, on a vraiment tous les implants en place. De prime abord, ça serait probablement de faire une allogreffe morcelée, impactée, avec une cupule TM. Évidemment, je ferai une évaluation de la colonne postérieure, mais je pense que c'est surtout un suralésage médial et peut-être un peu de la colonne antérieure. Et puis, si je vois j'ai une bonne colonne postérieure, je pense qu'on peut avoir un bon press-fit supérolatéral. Et je mettrai des vis non seulement supérieures, mais aussi dans les sillons et peut-être ce qu'on peut mettre au niveau du pubis. Mais ce serait ça mon approche. Avec une double mobilité pour la stabilité cimentée. Merci. Donc on va peut-être avancer parce qu'on a quand même demandé un scanner de contrôle pour évaluer éventuellement la situation et voir le type de fracture qu'on avait. Donc voilà le scanner de contrôle et donc on a déjà eu entre guillemets anticipé cette conduite à tenir. On va peut-être demander à Francesco. Francesco, can you give me your tip and tricks? What you want? What will be the best situation in this case? You perform an osteosynthesis. Do you perform a revision? What sort of revision? Unipolar, bipolar? What is your choice in this case? Do you need over assessment for this patient or no? What are your opinion about this? On the other one, yeah. This works. Okay. No, I would not go for an open reduction tendon fixation. I would do mostly for revisions only, and because I've seen that it's not clear here if it's a posterior column intact. No, I don't see that. It's not fractured. Okay, probably not. Yeah, it's in that case, a fracture. Then you need to have a revision and fixation for sure. What about the stem? You let the stem like this because you can see on this previous X-ray that you have overhang of the stem, so leg length discrepancy. So we are in a special situation with a fracture and then leg length discrepancy. So we have an overhang of a stem and cemented stem. You would like to have only a monopolar revision, unipolar revision, or bipolar? Consider the young age of the patient that will overlive the stem as it is. So? I would just not revise the stem. Just leave it. Karsten? That was a cementless one, isn't it? Yeah. And it was 1 month after the operation. So for me, it's easier if I remove the stem and if I rasp again. Normally, I get it a little bit deeper. So, but I will remove the stem. Then I would bridge the defect definitely in a 90-year-old one. I would use a conventional cage, and I would choose a little bit a smaller cage, not the largest one, to have then an option at the end with an ORF to get both parts of the posterior column together. Otherwise, if you start with the ORF, if you
put the inferior wing into the ischium, then the orifice loose again. So for me, it's a little bit easier in my hands if I start with the cage and then the orifice. But in a case like that, in a 90-year-old one, I don't believe so much in the bone. So I feel better with a conventional cage. So, if I will understood your report, you make an osteosynthesis or no, on the cup around the acetabulum? No osteosynthesis? Yeah. I start with the cage and then the osteosynthesis. Sorry, for the posterior column. I think that's the best thing that you can do here, and then you can rasp again. And normally, if you rasp a second time in a 90-year-old lady, then you get the stem a little bit deeper, and then. What about the approaches or approach of a patient in this case? So, if you are performing, if you're going to perform osteosynthesis and then the revision of the cup and the stem, what will be your I would use the posterior. It was a posterior approach, and I would use this approach again. But if this lady would have an anterior approach, then it is really a challenge, because then you have to make a lot of decisions. So, but the last slide has shown us that it was a posterior approach, isn't it? Yeah, first it was a posterior. I think the posterior approach should allow both the placement of the ring and the osteosynthesis. Alexandre? Là, comme il y a une rupture de la colonne postérieure, je commencerai par une ostéosynthèse par plaque, qui est relativement facile à poser. Et après, du fait de l'âge de la patiente, j'ajouterai une croix de Kerboul et une double mobilité cimentée. Et je ne toucherai pas à la tige, sauf si j'arrive pas à réduire la hanche. Donc colonne postérieure, donc ostéosynthèse plus révision. Si la patiente avait 60 ans ou moins, ou plus, je mettrais une cupule non cimentée avec ostéosynthèse par vis, avec un cotyle à plusieurs trous, avec vissage supérieur et inférieur, avec la plaque postérieure. Très bien. Et donc le choix, ça a été effectivement de reconstruire, recentrer avec un anneau de Kerboul et donc de mettre une plaque sur la colonne postérieure, donc associée à la fois l'ostéosynthèse et la révision, qui a été bipolaire, avec la mise en place, donc la révision de la tige avec une tige cimentée, comme vous voyez ici. On va passer à notre cas clinique. Donc 78 ans, 70 years old. Elle a eu une chirurgie primaire 10 ans auparavant avec cette prothèse métal-métal et elle présente des douleurs et une ostéolyse, comme vous voyez, évolutive avec et engendrant une discontinuité pelvienne puisqu'on a une ostéolyse massive antérieure de la colonne antérieure. Quels sont, bon après je vais aller rapidement sur l'étiologie. On pense plutôt évidemment à une métallose, on ne va pas revenir sur la solution, mais est-ce qu'il faut, quelles sont les investigations malgré ce que vous faites chez ce patient, considérant cette radio? Qu'est-ce que vous demandez comme bilan, quoi qu'il en soit? What are your strategy? What are the assessment you will ask for this patient, considering this metal situation and corrosion probably? But is it the only reason of the patient or of the etiology? So, Philippe, you will give your un bilan biologique pour le chrome et le cobalt, sûrement. Une IRM pour voir jusqu'où va la pseudo-tumeur dans les parties molles. Sans doute aussi une angiographie, parce qu'on a quand même une ostéolyse qui va sur la colonne antérieure qui ne doit pas être très loin des vaisseaux. Et ensuite, des tests infectieux quand même, parce que à partir du moment où il y a une métallose, c'est un filtre à bactéries, en soi, les particules de métal. OK. Over a suggestion? No? Peut-être y ajouter, puisqu'on a la question du défect et de son évaluation pour ensuite planifier une reconstruction, y ajouter le 3D sur l'angioscan pour avoir une meilleure évaluation, parce que suivant ce qu'on va utiliser comme composant, on en aura besoin. Par exemple, sur un custom, si on parle de custom, on aura besoin d'un 3D. Et pour le reste, bien souligner ce que tu as dit, l'angioscan, parce que les risques vasculaires dans ce genre de situation, il faut
Sur ce qu'on nous a montré également les orateurs précédents, il faut bien se rendre compte que dans ces protrusions, l'angioscan est médico-légal maintenant. Hein. Donc elle a été bilantée et on lui a mis cette prothèse et elle est tombée juste après cette prothèse dans les jours qui ont suivi, donc une cupule intégra. Donc il n'y a pas eu de reconstruction biologique, et donc elle a eu à la fois cette cupule intégra et le défect qui restait était cimenté, comme vous le voyez sur cette diapositive, et elle tombe. Et elle tombe avec cette fracture périacétabulaire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on la prend en charge, puisqu'en fait nous on n'a pas le bilan scanographique avant, puisqu'on ne l'avait pas pris en charge. Et donc elle arrive chez nous au CHU, et voilà le bilan qui a été fait de cette patiente. Donc on est dans une situation évidemment qui est plus délicate. So now fracture with cone type integra. So we have some problem now to manage this patient. What will be your strategy in this case, because you have a anterior column fracture, and then we have a mobilization of the cup, and then we have to have a reflection on the strategy, because what about the osteosynthesis? What about the revision in this case? What about the approach you use? Yes, Paul? Écoutez, c'est un cas assez rare et très complexe, hein, si on peut dire. Encore une fois, un bilan infectueux. Écoutez, dans cet aspect-là, probablement que je consulterai mes chirurgiens qui font de la chirurgie du bassin. Et puis peut-être on pourrait faire une approche que le Tournelle avait décrite, c'est-à-dire enlever les implants, faire une osteosynthèse, reconstruire le versant acétabulaire le mieux qu'on peut, potentiellement avec une cupule ou un cup cage, et ne pas mettre de tige fémorale, et le mettre en genre de girdle stone jusqu'à temps que ça guérisse, parce que la déficience osseuse est tellement massive avec la fracture, essayer d'obtenir non seulement une guérison de la fracture et une osseointégration pourrait en exiger beaucoup. Alors, c'est relativement rare, je l'ai fait à quelques occasions, mais peut-être dans cette situation-ci, serait indiqué ou une prothèse sur mesure pour reconstruction par après. Alors, ce serait les deux choses à considérer, mais j'irai certainement en consultation avec mes chirurgiens du bassin. Ismaël Ghani. On se rapproche un peu de ce que nous montrait Cécile Bataillé tout à l'heure, et on est pratiquement dans une discontinuité pelvienne, et un implant sur mesure serait peut-être indiqué à ce patient. On est toujours dans le dilemme de la reconstruction biologique, et puis de passer assez rapidement quand les situations sont compliquées avec ces implants soit sur mesure, soit les cup cage. Et la solution dans ce cas-là était différente. Je voulais simplement qu'on discute, si jamais que vous aviez envisagé une ostéosynthèse et une révision de la prothèse, donc une ostéosynthèse, colonne antérieure, vous auriez envisagé quoi comme voie d'abord? Est-ce que certains, donc on l'a suggéré pour la fracture du bassin, et donc les spécialistes entre guillemets de la prise en charge des fractures du bassin. Donc dans ce cas-là, se posera clairement le problème de la voie d'abord pour à la fois réviser, à la fois ostéosynthèser. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? On va peut-être avancer. Et donc le choix, c'était effectivement de considérer cette fracture et de réviser l'implant en même temps. Donc le choix a été à la fois de contrôler cette fracture. Donc on n'est pas parti sur mesure, on a essayé d'être le plus biologique possible, et on a réalisé un 2 temps, mais un 2 temps avec une seule installation, avec en gros un patient installé à 45 degrés et qui permettait de faire tilter de façon à accéder à la colonne antérieure par une voie de stoppa modifiée, et une fois géré cette partie, avoir dans le champ aussi la voie postérieure de façon à réviser l'implant. Alors, et là, on voit que c'est une prothèse qui est modulaire. La question, c'est est-ce qu'il y a eu besoin de changer, de servir de la modularité pour, entre guillemets, avoir un accès plus facile pour? La réponse a été non. On a réussi à mettre en place donc à la fois et surtout réviser la cupule sans avoir besoin de remover le col modulaire, et donc on a fait le choix de cette double installation, une seule installation mais double voie d'abord, qui permettait de contrôler à la fois par la synthèse la colonne antérieure et à la fois de réviser la cupule que vous voyez ici, donc avec un anneau de soutien, une cupule double mobilité scellée dans l'anneau avec évidemment de la greffe morcelée à l'intérieur.
Elle était facile à enlever, la cupule Integra, avec ce pilon, même si c'était cassé, pas d'ostéo-intégration. Pas si difficile que ça, puisque justement il y a une mobilisation de l'implant dans la fracture, que le plot ne tient pas beaucoup et que du coup, effectivement, l'ablation n'a pas été difficile, je veux dire presque grâce à la mobilisation et à la fracture. Est-ce qu'on ne pouvait pas concevoir de faire juste une ostéosynthèse et d'attendre que ça consolide? Ça peut être une option, ça aurait pu être aussi une option, si c'est pas celle qu'on a choisie pour éviter effectivement le risque de luxation secondaire derrière, mais ça aurait pu être une solution à contrôler, je pense que, à mon avis, par contre, essayer de réduire la réflexion qu'on a eue, alors qu'il y a déjà une cupule intégrale à l'intérieur, à mon avis, la réduction aurait été difficile et la synthèse aurait été difficile. Là, l'idée, c'est justement de profiter de la révision aussi pour réduire le fragment, ostéosynthèser dans de meilleures conditions et donc réviser, et quitte à réviser, reconstruire un anneau de soutien, on recentre le centre de rotation, on greffe derrière et on est quand même dans une situation qui est, entre guillemets, psychologiquement plus facile et plus viable. Oui. Juste une petite question sur est-ce que vous avez des tustes sur comment enlever le pilon si on a à réviser un cotyle Integra avec une fracture qui vient juste au-dessous du niveau de la cupule et qu'on est à réviser le cotyle? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour l'enlever? Non, pas forcément. Moi, il m'est arrivé même de réussir à les enlever là récemment. J'avais d'ailleurs commandé un custom-made implant et finalement, je me suis retrouvé avec une planification qui n'était pas forcément la meilleure et j'ai réussi à enlever l'Integra, finalement sans trop de problèmes, et peut-être que là, j'ai eu de la chance, sans défect osseux particulier, parce que lorsqu'il était très scléreux, et j'ai réussi même à remettre un Integra. Il y avait une métallose parce qu'il y avait un col modulaire et une tige modulaire en dessous, et c'est la raison de la reprise. Du coup, je suis reparti sur une Integra et pour ce cas-là, j'ai pas eu de soucis. Après, j'ai pas une expérience de l'extraction des Integras plus que ça, mais si dans la salle vous avez des remarques là-dessus, moi en tout cas, j'ai eu 2 ou 3 cas à gérer comme ça et j'ai pas de tip and tricks particulier pour ce genre de situation au-delà. On va peut-être, vous avez d'autres questions dans la salle? Vous pouvez, c'est interactif, hein, vous pouvez, c'est sympathique, c'est la fin de la journée, tout le monde est un peu fatigué là, mais vous pouvez quand même participer. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas en tout cas. Yes. So, first of all, it's really a perfect solution. So I think you cannot better solve this. My question is what we have seen, and that's, I understood the first operation was not done in your hospital. The question is, in a case with such an osteolytic lesion, is it really necessary to revise the cup? Because what we see is that the cup was stable at the beginning. There was a huge osteolysis. Is it perhaps an option, we discussed this more and more, to fill the osteolytic lesions first and wait for the loosening of the cup? Because the cup was stable at the beginning. Before the patient just at the beginning here. Yeah, the cup was stable, and the question is it perhaps enough only to remove all the granulation tissue to fill it? Because normally if you revise this cup, it is impossible to get the same stability again in these type of tissue. The bone is weak, and so that is something that we discuss in Germany more and more. Is it really necessary to revise it? Yeah, theoretically, yes. The primary special, it was not. It's not us that take care of a patient at the beginning of their history. So I don't know. But if you have pain on your hip and if you have evolutive osteolysis, I think it's a good indication, because it's the vision painful. is necessary. So, I think the question is it really pain because of loosening, or is it pain because of these severe soft tissue problems? So that is, I would definitely recommend a revision, but I'm not sure if I would revise the cup. I would only, I think, remove the soft tissue. So what do you do in Italy? In this case, we revise the cup and try to restore the bone stock loss. Probably in this case here, I will be using a cable plate for sure. Here I will be using the instead of a stem cup. Yeah, I understand. Yeah, it could be a solution too, yes. The problem is about the evolutive osteolysis with pain, so you have both to consider. That's why perhaps it's difficult to let the cup like this, but it could be a discussion. That's why we are here today, so why not? So, okay, so now another case.
One of our case, after I let the floor to Marcel, because she has two very, very interesting cases. So this case is a case from our unit. So it's 77 years, a woman with gotten 4 initial fracture. Je l'avais opéré, je vais continuer en français, c'est plus simple. Je l'avais opéré du rachis au départ avec une arthrodèse, comme vous le voyez, par voie antérieure. Et elle avait fait, pour la petite histoire, donc un syndrome jonctionnel sous-jacent qui a motivé la prolongation de l'arthrodèse au-dessus, un étage au-dessus. Et elle a fait un sepsis derrière son instrumentation postérieure. En antérieur, c'est bien passé, et postérieure, elle avait fait un sepsis. Puis elle est tombée, mais quelques mois après. Et donc, you have this fracture of a neck fracture. Elle est ASA2. Et dans son histoire, donc, il y a comme une notion d'infection. Et donc, on lui a mis une prothèse totale, vu l'âge, une prothèse totale qui était celle que vous voyez ici, qui est donc une prothèse MDM, modulaire, double mobilité, non cimentée, associée à une tige anatomique, et donc une tête 28-0, et vous voyez que c'est difficile d'apprécier la longueur du membre inférieur, mais globalement on était dans cette solution, c'était en 2019. Et puis l'évolution a été marquée 1 mois après la mise en place de la prothèse de hanche par un premier épisode de luxation de hanche, et vous voyez à droite la réduction de cette luxation qui s'est faite par manœuvre externe. Do you have any comments on this X-ray, on the right X-ray after the close reduction of this patient? So 1 month after the surgery, with anatomical stem and with this dual mobility, the modular dual mobility. Is there some comment? You think that this, yes? On peut suspecter quand même que si on prolonge l'axe du col, il ne passe pas par le centre de la double du metal back. Et donc, soit c'est une luxation intraprothétique qui s'est sans doute passée au moment de la réduction, c'est-à-dire que vraisemblablement, quand l'interne, c'est forcément la faute de l'interne, hein, quand l'interne a essayé de réduire, il a accroché la tête, enfin pas la tête, mais le polyéthylène, il a accroché le polyéthylène sur le rebord du metal back, et là vous êtes en luxation intraprothétique iatrogène, je pense, sur la radio. Exact, donc en fait on voit une asymétrie éventuelle de la tête et qui fait suspecter quelque chose. Quand on voit ça, on peut se dire que les choses ne vont pas forcément bien, donc on l'avait bilanté, puis elle a motivé une révision, et donc une révision à ciel ouvert. Et donc au cours de la révision à ciel ouvert, on a réduit, on a laissé la tête 28-0 en termes de longueur, et les constatations perioperative findings were with a large posterolateral dislocation chamber and gluteus medius integrity. And we had soft tissue, damage of soft tissue around the prosthesis. So, what about your opinion about this? No problem. So on this X-ray, no problem. Okay. Et elle a présenté après 3 épisodes encore de luxation après cette nouvelle révision. Et toutes ces luxations étaient postérieures, ce qui nous a amené à faire un scanner pour évaluer la situation et voir s'il y avait des facteurs de risque à cette luxation. So here you have the findings of X-ray assessment, CT scan, assessment. Do you have any observation about the malposition, misplacement of the implant? So you think it could be here? No. So femoral anteversion of around 17 degrees, and on the other side 26, so we have a little bit retroversion of the stem, but no particular misplacement of the acetabular version, correspecting the native acetabulum. So, and the combined anteversion was 51. So, what is the comment now? Oui, Philippe? Oui, je pense que c'est pas si mal positionné que ça, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de muscle. Quand on regarde pas l'os, pas la prothèse, mais les muscles, il n'y en a plus. Elle a une atrophie musculaire importante,
Elle a sans doute une dystrophie graisseuse importante de ses muscles fessiers. Et donc, la seule solution dans ces cas-là, c'est un cotyle rétentif. Gérard, est-ce que tu aurais fait quelque chose que devant ces données-là, est-ce que derrière tige anatomique, donc on a une difficulté déjà à gérer la version péropératoire, qui est peut-être un peu rétroversée, elle s'est luxée quand même 3 fois, on a déjà un système double mobilité, on a une isolongueur ou pas loin, est-ce que... Oui. Oui. J'ai pas dit le contraire. Il faut attendre la fin du cas clinique, mais on n'est pas complètement, voilà, on est tout à fait sur la même longueur d'onde peut-être. Et donc voilà, c'est la question. Ça sera une des questions qui va arriver évidemment. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même aussi un problème peut-être sur la tige ou pas, parce qu'on a vu des tiges quand même qui étaient comme ça et qui n'étaient pas pires et qui allaient bien. Donc l'instabilité n'est pas forcément liée à ça. Alors effectivement, je suis pas nécessairement interpellé au premier chef par la tige. En tout cas, pas sur ces données-là. Mais je suis quand même attentif sur le plan clinique. C'est une dame qui a été opérée au niveau de la colonne. Donc, voir quand même aussi la statique pelvienne, voir si elle est en hyperlordose. C'est quand même des éléments qui influencent beaucoup, suivant le positionnement des patients assis, etc., la stabilité. Donc, peut-être qu'on a à fouiller de ce côté-là et faire un bilan EOS ou des mesures ou des éléments qui nous donneront plus d'informations. Bien regarder sur le plan de l'offset, même si j'ai pas été particulièrement interpellé là-dessus aussi sur le bassin de face, mais faire peut-être regarder ça. Et enfin, effectivement, le type de double mobilité pose question. Moi, je considère que le double mobilité modulaire pose question sur les stabilités. Et donc, j'ai pas la même tolérance quand je regarde l'image et l'orientation d'un composant de double mobilité classique et la variation d'interversion sur une double mobilité modulaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que... Oui. Là, je l'ai plus en tête, mais c'est pas un gros diamètre, c'est pas... Ouais, et c'est le problème justement le MDM, c'est quand on a des petits diamètres, c'est plus l'interface du liner à l'intérieur, c'est sûr qu'on n'est plus sur une vraie double mobilité, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est une réflexion à avoir et probablement que le cotyle, connaissant la dame, était un petit cotyle de 46-48, on doit être dans ces eaux-là, très probablement. Alors elle est rétroversée, fixée, évidemment, elle a une fusion lombosacrée. Ce qui veut dire que théoriquement, elle a eu plutôt une tendance à l'ouverture de son acétabulum, mais par contre, elle se luxe qu'en postérieur. Donc là, on a effectivement la donnée fixée, donc raideur du complexe, mais par contre, on n'est pas sur quelque chose qui est très antéversé, qui en fait engendre souvent des rétroversions acétabulaires et donc des luxations postérieures. Mais effectivement, il y a un facteur de luxation au-delà du muscle qui est la raideur du rachis. Le gros problème dans ces situations, c'est d'apprécier tous les facteurs, parce qu'en fait, la variation, après on discute des composants, mais la variation un petit peu à la marge d'un composant, s'il n'est pas particulièrement fautif, si on y ajoute une insuffisance musculaire, des troubles rotationnels, un problème de variation de la version pelvienne, on a tout un tas d'éléments qui s'additionnent et qui peuvent expliquer. Alors, pour cumuler les mandats et continuer peut-être dans les erreurs de prise en charge, parce que c'est quand même important de parler des échecs et surtout des mauvaises gestions de nos patients. Donc, la révision a été simplement pour éviter de tout réviser ou de réviser peut-être la cupule pour passer en double mobilité, on va dire standard, celle de rallonger, puisqu'on n'était quand même pas trop, en tout cas on n'était pas plus long, on était peut-être même légèrement raccourci ou en tout cas égal, et donc pour gagner en stabilité, on a révisé cette prothèse avec une tête plus 4 et le même système MDM avec le même liner de MDM, sans toucher finalement à la cupule. J'ai une patiente qui avait quand même déjà beaucoup été opérée et qui se retrouve dans une situation évidemment délétère à la fois par ses antécédents rachidiens, mais aussi par le fait de subir ces luxations. Je passe rapidement. Donc, on avait effectivement ces dommages musculaires. On a cette orientation et en fait, elle se reluxe encore et encore, même erreur évidemment. On rallonge encore en disant, on va pas y toucher. La patiente était pas trop, était récalcitrante à une révision complète, et puis on lui met une tête plus 20, plus 8, et puis évidemment, ça règle pas le problème, luxation intraprothétique, et donc on en est là. Est-ce que en amont,
et là peut-être Michel-Henri peut-être aurait fait, est-ce que il aurait fait une révision, Michel, tu aurais fait une révision, tu as parlé des plasties éventuelles, des instabilités, là on avait un moyen fessier qui était plutôt pas trop mal. Est-ce qu'il y aurait eu à un moment donné dans cette histoire une chirurgie qui n'aurait pas motivé une révision prothétique ou pas? D'emblée, on est dans une situation à très haut risque. Il y a la colonne, tu connais parfaitement le sujet. Philippe, toujours fin analyste, a vu cette amyotrophie que je n'avais pas vue, mais qui est majeure, sarcopénie majeure, fracture du col, pas très âgé, mais fracture du col, rachis, pas de muscle, c'est une double mobilité, mais un concept à la française, une dual mobility cup, c'est-à-dire un polyéthylène dans une cup fixée dans l'os. Pourquoi? Parce que si vous avez un cotyle de 52 mm MDM, 6 mm d'épaisseur, plus 6 mm d'épaisseur, ça fait 52, moins 10, moins 12, vous arrivez à une tête qui fait 30, 32. Si vous prenez une vraie double mobilité à la française, vous avez une cupule qui fait 52, moins 6, vous avez une tête qui fait 46. 46 et 32, il n'y a pas photo. Donc on perd considérablement avec le système MDM. Le système MDM, bon, c'est un système qui a des avantages, on peut mettre des vis, il y a le problème des corrosions qui a été évoqué, mais en termes de stabilité, c'est un très mauvais implant. C'est pas un implant pour la stabilité. Yes. Voilà, donc j'aurais pas mis... La jupe de la tête. Ouais, la jupe. Oui. Non, mais Pascal, oui. Tu n'as plus le choix qu'entre deux solutions. Soit, si j'étais un chirurgien du rachis, je pousserais le bouchon jusqu'au bout. Une ostéotomie du rachis, mais en milieu septique, je ne le ferai pas. Donc il n'y a plus que le cotyle rétentif. Surtout que connaissant la patiente, ça n'a pas été possible, c'est sûr. Lui casser la colonne, c'était vraiment la dernière chose qu'on pouvait lui proposer, hein, ça c'est certain. Je me rabattrai sur le cotyle rétentif simplement. Donc, no osteotomy, l'ostéotomie du rachis. No spine surgery, no osteotomy. So, what about the solution now? What is your strategy for this patient with a failure of rare revision? So, what is your... I don't know, perhaps Francesco, what will you do? The case is quite complex because of the patient. I agree with Philippe about soft tissues deficiency, so most probably I will go for a revision with a monoblock, do a mobility for sure, because I agree the fact that monoblock has much larger femoral polyethylene components that give you much better stability. And of course, I don't like retentive cuff because, especially in these cases, the rigidity of the pelvis might really affect the stability and long-term stability of the cup. So I will probably do for soft tissues plasty in terms of stability, and I will go for dual mobility monoblock revision for sure. Okay, what about the stem? You touch the stem, or you let the stem like this? If you perform a revision? The fact is that the stem, if you continue, I mean, the leg discrepancy at this time is very significant because compared to the other side, it's at least 8 millimeters. And if we go at the pelvis, you see that the leg discrepancy is important, and the lateral offset is very, very important. Yeah, so absolutely. I will probably not do that too much. So, any other comments? Or our solution was effectively to have a bipolar revision and to perform, revision of the stem and the cup with a real fixed bearing dual mobility, a French one, so a French one. So, and the solution. So we have a decrease the offset, of course, and we have no leg discrepancy in this case. So leg length are equal, and now patient is quite without a problem of instability. So I will give a floor now to Marcel for the next case. Merci, donc je vais faire en français. Donc voilà, il s'agit d'un cas d'un patient de 71 ans qui a eu 12 ans auparavant une prothèse totale de hanche pour une coxarthrose somme toute classique, qui passe donc via les urgences, qui vient chez nous pour l'apparition un petit peu brutale d'une douleur au niveau de la hanche, sans notion de traumatisme particulier ou de chute même. Simplement, voilà, cette apparition de douleur brutale avec une impotence fonctionnelle totale dans les suites et une sensation de jambe un petit peu qui se dérobe.
Donc, dans les examens initiaux qu'on fait, bien sûr, aux urgences, on commence par la radio, qui va rapidement nous donner la clé du problème. Donc, voilà, il s'agit d'une rupture d'implant, donc au niveau de la jonction col-tige. Cette rupture d'implant nécessite forcément une reprise. Hein. Pour le coup, on a la cause et il faut la reprendre. Alors après, comment manager la reprise? Quelle approche? Quelle voie d'abord? Comment manager l'extraction de la tige, sachant qu'on n'a aucune prise sur la tige et qu'a priori, elle n'est pas décellée, donc elle va tenir. Est-ce qu'on fait une révision unipolaire ou bipolaire, sachant que c'est une simple MOB? Donc, comme on parle de révision, il faut essayer de limiter les risques de luxation. Donc, est-ce qu'on fait directement une révision bipolaire? Et quel type d'implant on met, cimenté, non cimenté? Alors, bon, moi, je suis un adepte de la voie postérieure déjà pour les révisions. Pour enlever le gros problème, je pense que c'est pour enlever cette tige. De la tige. C'est ça le gros souci. Ouais. Je ne sais pas avec les moyens dont vous disposez, mais moi j'irais sur une fémorotomie ou un volet fémoral, comme disait Mère. Et puis, vu l'âge, je pense que la révision, après, on mettra j'opterais pour une double mobilité. Voilà. Dans le cadre de la révision. Ok. Et au niveau des implants, une tige de révision longue, une tige première intention Je pense que je n'irai pas vers l'escalade. Ok. Voilà. Et 6 volets, parce que si vous faites un volet, du coup, vous êtes obligé d'aller un peu plus bas. Ouais. Là, par contre, oui, une tige non cimentée. Et sur le cotyle, a priori, un cotyle de première intention. Une double mobilité. Double mobilité, première intention. Ok. Pour le management de la tige, est-ce qu'il y a... Pour enlever la tige, il y a le vieux système qui peut être utilisé quelquefois, qui est utilisé dans l'industrie, c'est le tarot inverse. C'est-à-dire qu'on mèche, on fait un tarot, premier tarot, et ensuite on inverse le tarot, et avec un peu de chance, on peut enlever la tige. C'est-à-dire on mèche dans la tige. On mèche dans la tige. Et on arrive à avoir une prise dans la tige. Avec un tarot inverse. Un tarot inverse, on arrive à l'enlever. Et c'est. Oui, il faut avoir du coup le matériel. Si ça marche, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fémorotomie et qu'on peut mettre une prothèse de première intention après dans le fémur. Le matériel existe. Hein. Le matériel est proposé par un certain nombre d'industriels qui ont fait l'école modulaire. C'est le tarosage inverse. Système qui permettent de percer, de tarauder, et il y a un système qui permet de mettre une mascotte au bout du tarot. C'est le tarot inverse après. Okay. Je vais aller pousser le bouchon, vous m'excuserez, dans cette prothèse sans ciment, mais cette tige, elle tient. Elle aurait eu un col. On peut un peu la saisir un peu plus facilement. Qu'est-ce que vous faites? La tarauder, bon, vous faites l'équivalent en tenant le col. Ça suffit pas, elle sort pas comme ça quand même, cette tige. Non. Non, elle sort pas. Est-ce que tu es arrivé à enlever une tige de l'ordre? Non, mais tout ce qu'on a expliqué ce matin pour l'ablation d'une tige en ciment, il faut le faire. C'est pas parce que tu vas taper dessus. Il faut passer les ostéotomes, voilà. Il faut passer les ostéotomes, une scie réciprocante, enfin plein de trucs. Et après, une fois sur deux, ça va venir, c'est tout. Et ensuite, sinon, ça peut être, voilà, fémorotomie, et sinon le volet. Alors, juste une remarque. Non, mais je sais pas, on avait tous des mèches tungstène dans nos boîtes. Oui. Pour ce genre de situation. Mais il y a une chose qui est importante, puisqu'on nous demande uni ou bipolaire. La difficulté souvent, quand c'est un patient qui arrive comme ça, c'est de savoir d'identifier les composants. Donc ça, c'est important pour répondre à cette question. Mais c'est important aussi parce que si on identifie le type de tige, il y a des tiges qui sont avec des revêtements dont l'accroche n'est que dans la zone métaphysaire. À ce moment-là, si la tentative d'extraction par voie sans fémorotomie ne fonctionne pas malgré tous les tips and tricks, si on a la connaissance de cet ancrage, on peut faire une fémorotomie très courte sur la partie haute, voire un rail qui nous permet de favoriser le passage des ostéotomes et dans la majorité des cas, de pouvoir extraire ce type de tige. Ce qui nous permet de faire une désescalade parce qu'après on fait une synthèse simple de la partie haute et on remet une standard. Avec une tige standard. Donc, l'intérêt de connaître le type de tige et voir le type d'ancrage, si on a un ancrage que proximal ou un ancrage avec un coating total,
ça change la donne sur l'extraction si on ne peut pas le faire normalement. Mais si la tige est revêtue en distal et qu'on a le compte-rendu, on sait que c'est une tige revêtue jusqu'en distal, est-ce que ta stratégie serait la même? Alors, ou déjà tu partirais d'emblée moi, j'essaie toujours de ne pas faire la fémorotomie, déjà, comme ça a été dit, et effectivement, on a des matériaux qui nous permettent d'essayer, et même les ostéotomes. Après, effectivement, on peut répondre si vraiment c'est inextractible. Et ça, je crois aussi, moi, je dis à mes internes, et je me dis, je me donne un temps d'extraction. Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas non plus exagérer sur la méthode conservatrice. Je dis que si j'ai planifié les choses et qu'en 20 minutes, je n'arrive pas quand même à trouver une solution, je vais commencer à dire je fais une fémotomie. D'accord. Donc, j'hésiterai quand même pas à le faire si vraiment je suis dans l'inextractibilité pour pas créer des défects et des choses inutiles. Ok. D'autres suggestions pour la tige? Oui, là, je suis d'accord avec Gérard. Et je vois que la partie supérieure de la métaphyse de la prothèse qui est cassée, elle est au-dessus du niveau du petit trochanter. Donc, on peut très bien fraiser le reste du col. Et comme ça, on aura une bonne prise avec une pince universelle sur la partie proximale de la tige, peut-être. Après avoir travaillé par le haut avec les ostéotomes. Donc il se peut qu'on ait une prise en fraisant le reste du col, du col. Est-ce qu'on arrivera sur du col le osseux, du col oui, osseux, oui, je veux dire, du col osseux, et comme ça on pourrait avoir une prise. Alors la deuxième question, est-ce que il faudrait enlever automatiquement le cotyle ou pas? Moi j'essaierai au début de le conserver. Si j'ai une prothèse stable, je l'enlèverai pas. Ok. Bon, on va passer à ce qu'on a choisi, du coup. Donc, on a repris la voie d'abord postérieure, parce qu'il s'agissait d'une reprise, et on a fait le volet fémoral. Donc, assez grand pour pouvoir avoir une bonne prise sur la tige, mais qui ne va pas non plus jusqu'à la queue de la tige. On a fait une révision bipolaire avec une double mobilité, et on a pu réimplanter une tige de révision donc longue, non cimenté, avec un cotyle de première intention, parce qu'on n'a pas eu de défect osseux sur l'extraction, que ce soit de la tige ou du cotyle. Donc voilà, ça c'est les photos péropératoires où on voit la rupture de l'implant. Bon, c'est pas... et donc la radio post-opératoire avec le système d'ostéosynthèse du volet par cerclage. Par rapport à ces volets, est-ce qu'au niveau de la synthèse des volets, vous êtes plutôt cerclage ou d'autres types de synthèse? Cerclage, quand le volet est assez long, oui. Et pas de die mice. Oui, pas les tressés qui font des petits copeaux. Voilà. Quand on fait de la révision, je pense, enfin je demande au panel ce qu'ils en pensent aussi, et à l'assistance. Je pense que ça, les dalmice, quand on voit après les difficultés qu'on a d'extraction et les risques de métallose, récemment j'ai eu un patient même qui a eu une rupture de la tige fémorale à cause d'un dalmice. Ok. Oui, belle radio. Donc on va s'arrêter là. Vu l'heure qu'il est, on aurait préféré continuer encore parce qu'on avait quelques cas, mais vu l'heure... Juste une chose, pardon, je t'interromps, je crois que c'est important. Ces problèmes-là, matériaux-vigilance. Oui. Ça a été fait, oui. C'était la conclusion qu'on allait donner. Mais voilà, on a été trop vite. Mais en tout cas, je remercie l'ensemble de la table ronde pour leur avis d'experts et qui était toujours très enrichissant. Et puis donc, je vous souhaite une bonne soirée et surtout...